quand je suis sur l'île de Ngor et particulièrement dans mon écrin, je suis Abdoulaye Diallo, qu'on appelle l'artiste peintre, c'est plutôt le berger de l'île de Ngor. Maintenant, Abdoulaye Diallo, une fois qu'il a traversé ce filet d'eau salée, devient tout simplement le citoyen sénégalais. Arrivé chez lui, il sera le père ou le grand-père ou l'époux. Et quand il sortira de chez lui pour aller faire ses courses, il deviendra l'ami du boutiquier ou l'acheteur de pain ou le consommateur de cola, tout simplement. Et disons que je suis le berger de l'île de Ngor ici. Je suis arrivé en terre Lébou. J'ai eu la chance, je dis bien une chance, parce que les Lébous sont quand même des personnes qui sont habitées par de très grandes valeurs d'humanisme et d'humanité. Je ne parlerai pas de l'acceptation et qu'ils m'ont faite, la considération et la sympathie qu'ils me manifestent tous les jours. Je vais rappeler tout simplement un point d'histoire. C'est ce qui s'est passé le 23 et le 25 septembre de l'an 1940, ce qu'on a fait cette date, le temps du bombardement de Dakar par le général de Gaulle. Certains citoyens de la ville de Dakar qui n'avaient pas les moyens de rejoindre les villes d'intérieur et les villages lointains ont tout simplement échoué là où il y a ce grand hôtel qui s'appelle maintenant le Ngor et qui fut le Méridien. Ces populations venues de Dakar, un petit peu perturbées, ont été quelque part, durant le temps du bombardement, prises en charge par la population de Ngor, alimentées par la population de Ngor, soutenues moralement par la population de Ngor, et pour ceux d'entre eux qui avaient été touchés par certaines maladies du fait de la dépression ou des frustrations, ils ont été soignés par cette population de Ngor. Nombre d'entre eux avaient fini par élire donc domicile ici, et les petits-enfants de ceux-là se disent aujourd'hui que Nissien Soufoumam Lenyonek. Et ça, c'est tout simplement dire que cette population de Ngor a vécu un point du Sénégal, une valeur sénégalaise très forte. Dans notre philosophie, on nous dit tout le temps que ne posez jamais la question à quelqu'un qui vous arrive nu, la question de savoir où sont passés vos vêtements et que vous faites de votre maison. Vous devez tout simplement le prendre, l'aider tant que faire est possible, et si son attitude et son comportement sont d'élégance, essayer de voir comment l'aider à réintégrer de la manière la plus parfaite la société. Donc, ceux qui étaient capables de le faire en 1940 ont effectivement fait des enfants. Ces enfants ont les mêmes valeurs qu'eux, de sorte que tous ceux d'entre nous qui ont quand même pu rejoindre cette île-là et en être aujourd'hui propriétaires sont tout simplement acceptés et considérés comme des Ngorois à part entière. Ça n'a rien à voir avec le nom, le berger de l'île de Ngor. C'est vrai que mon nom de famille est Diallo. Diallo est profondément peul et tout couleur. C'est parce que tout simplement, durant ma première année de travail, on voyait la présence de l'animal était souvent présent dans les œuvres que j'ai réalisées. Et quand j'ai organisé une exposition au Café de Rome, un professeur de l'école des arts, le professeur Saliou Diong, qui m'avait fait l'honneur de se déplacer et de venir voir mon travail, avait linké la présence de l'animal à mes œuvres et mon nom Diallo, Paul, et il m'a appelé donc le berger de l'île de Ngor parce que, sachant aussi que j'étais quelque part le président de l'association des amis de l'île de Ngor, donc Kouissam Ilbi. Voilà, donc c'est un petit peu du fait de mon nom, du fait des actions que j'ai développées au niveau de cette île de Ngor, que le professeur Saliou Diong m'a baptisé le berger de l'île de Ngor. Ce que j'ai accepté naturellement parce que, bon, voilà, ça me va très bien. Je travaille intensément pour effacer les marques négatives de cette île-là et j'aime bien l'animal, particulièrement le bœuf et le mouton. Voilà. Ce qui nous amène à parler de la plupart de vos entretiens, on entend souvent vous dire « je veux devenir un peintre ». Déjà, nous, on vous considère comme artiste. Est-ce qu'il y a une nuance par rapport à ça? Mais c'est très simple. C'est vrai que si peintre signifie celui qui peint, je suis un peintre. Mais d'autres aussi peignent. Il y a des peintres bâtiments. Maintenant, est-ce que je suis un artiste peintre? Là aussi, il y a question. Si ceux qui viennent et qui observent mes œuvres ressentent une certaine qualité, un certain travail, ou en tout cas des choses qui les emportent et qu'ils considèrent que celui qui a réalisé ça est un artiste peintre, c'est leur appréciation personnelle. Je veux devenir artiste peintre parce qu'en réalité, je dis que cette profession, si on peut l'appeler ainsi, englobe plusieurs aspects.
Pour être artiste peintre, j'ai toujours dit qu'il fallait être un très bon ouvrier. Je ne suis pas encore un très bon ouvrier, donc il y a quelque chose qui manque et qui fait que je ne pourrais pas me considérer comme artiste peintre pleinement. Pour être artiste peintre, il faut être un bon chercheur, un bon penseur. Je n'ai pas un cerveau assez lumineux pour avoir cette prétention de dire que je peux aller très 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 loin dans certaines réflexions. Je ne suis pas encore tout à fait un grand penseur. Pour être artiste peintre, il faut être aussi un bon alchimiste. Il y a encore un pas énorme à faire de ce point de vue. Et pour être artiste peintre, il faut être aussi un bon marchand. Un bon marchand, c'est celui qui réussit à vendre beaucoup et à des prix très élevés, ce qui n'est encore pas mon cas. Donc, dans chaque aspect de ce qui doit faire qu'un homme puisse se dire « je suis artiste peintre », j'ai encore énormément d'insuffisances. Maintenant que je fasse quelque chose de beau, c'est tout autre chose. C'est un petit peu la raison pour laquelle j'ai l'habitude de dire que je veux devenir peintre et aidez-moi par vos prières à devenir peintre. Mais peindre, c'est quoi? C'est prendre en fait un médium qui s'appelle la toile et faire tout simplement des exercices de géométrie. Qu'est-ce que fait l'ingénieur quand il a sa feuille sur un plan horizontal? C'est faire des exercices de géométrie. Que vous soyez un spécialiste des télécommunications ou de la microélectronique pour faire des petits circuits et des mini-circuits, que vous soyez plombier pour faire des canalisations, que vous soyez tout simplement urbaniste pour faire des tracés de routes et autres, vous faites de la géométrie, vous faites de la perspective, vous faites du volume, vous faites des ombres, vous faites de la lumière. Après, le reste, c'est quoi? Pour que cela apparaisse clair dans l'esprit de l'autre, vous y mettez des couleurs. C'est-à-dire que vous essayez d'harmoniser en utilisant les couleurs pour que ces différents tracés vous offrent les volumes, les passages, etc., etc. Donc, en réalité, quelle différence y a-t-il entre l'ingénieur et le peintre? Il n'y en a pas. D'autant que si on pousse la réflexion, l'ingénieur, c'est quoi? C'est celui qui sait lire les problèmes de sa société et qui leur propose des solutions à ces problèmes-là. Le peintre, il ne fait rien d'autre que cela. Il lit les problèmes de sa société, les problèmes de l'humanité, et par son médium, par le pinceau, il va écrire. Maintenant, c'est clair que ce qu'il écrit, du fait tout simplement de la minorité de personnes dans ce monde qui est intéressée, est quelque part un petit peu moins accessible aux citoyens lambda. Mais ce n'est que de l'écriture. Ce que j'ai fait ici, c'est l'équivalent d'un résumé peut-être de 3 ou 4 ouvrages que j'ai parcourus dans ma vie et qui traitent de voilà, d'une humanité qui va ou vers l'apothéose ou vers l'apocalypse. Il n'y a rien, il n'y a aucune différence entre l'ingénieur et l'artiste peintre. Quel a été votre tableau le plus cher? Le tableau le plus cher, je ne le connais pas parce qu'en réalité, pour l'instant, je n'ai pas vendu. La première année, c'est vrai que j'ai joué en faisant une expo chez moi. Une amie France Gall est passée. Elle m'a dit, écoute, Abdoulaye, ça c'est à moi, ça c'est à moi, ça c'est à moi. C'était 6 toiles. Et je lui ai dit en plaisantant que France, tu sais que je suis très cher. Elle m'a dit que je m'en fous. Elle est partie, elle m'a envoyé un chèque quand elle a reçu les œuvres. Mais en réalité, c'était pas le chèque qui était important. Ce qui était important, c'est qu'à côté du chèque, elle m'avait offert un coffret de sa vie avec Michel Berger, ce qui était beaucoup plus important pour moi que l'argent qu'elle me donnait. Ce qui était plus important que ça, c'est qu'au-delà du coffret de sa vie, elle m'a donné donc des pastels de sa fille, Pauline. Mais plus important que ça, c'est la note qui avait accompagné tout ça. Elle me fait une note pour me dire, Abdoulaye, échange entre artistes. Ça, c'était quand même beaucoup plus fort pour qui connaissait en fait cette dame-là. Donc l'argent n'a pas toujours été une préoccupation chez moi. Et tous les amis qui, durant les 2 années de ma vie de peintre, ont acheté, jamais ne m'ont entendu dire que tu me payes tant. Ils viennent, ils sont intéressés par telle œuvre, je leur laisse en réalité me faire le chèque correspondant et ils partent avec ou on leur fait livrer. Je n'avais pas envie de vendre. Mais non, ça fait quand même 6 années que je peins. Depuis 4 ans, je me suis interdit de laisser partir une seule de mes œuvres. Parce que tout simplement, je ne suis pas éternel, je commence à faire de l'âge, et je voudrais très sincèrement que l'ensemble des Sénégalais puissent s'offrir un jour la possibilité de poser leurs yeux là-dessus. Ça, c'est extrêmement important pour moi. Je souhaiterais aussi convaincre. Et il y a un petit combat que je mène, le combat de la valeur du peintre.
je ne sais pas, je ne peux pas accepter que tierces personnes qui viendraient de je ne sais où du monde puissent se payer le toupet de dire que celui-là il vaut X et que l'autre vaut X plus multiplié par 3, ou celui-là vaut tout simplement X moins 10, etc., etc. La valeur, nit moo koy jox boppam. Comme on dit, fulla nit moo koy jox boppam. Donc, le temps que je passe dans la réflexion, le temps que je passe à penser mes œuvres et à investir dans ces œuvres-là, pour pouvoir offrir à chacun de mes acheteurs une exclusivité, seul celui qui le fait peut, à la limite, dire que ça vaut tant, encore qu'il ne sait même pas l'évaluer. Parce qu'il y a le ressenti de l'autre qui va l'amener à l'œuvre. Ce ressenti-là, donc il y a ce petit combat-là de la valeur du peintre que je suis, voilà, pour laquelle je me bats. Il y a aussi que j'ai envie de porter un combat peut-être difficile, c'est le combat de tous ces jeunes peintres-là qui sont quasiment laissés à l'abandon, traités comme des moins que rien, alors qu'en réalité, ils fournissent la même somme d'efforts que les peintres de partout sur cette terre. Ils ont autant de talent, si ce n'est par moment beaucoup plus de talent, et que malheureusement, pour des problèmes d'ordre alimentaire, sont obligés par moment de bazarder à n'importe quel prix, n'ont quasiment aucun droit. Imaginez-vous qu'aujourd'hui, aucun peintre africain ne peut jouir du droit de suite. Le droit de suite, c'est cette possibilité, par exemple, qu'un peintre a, quand il y a une spéculation sur son œuvre après certaines années, de pouvoir laisser ses héritiers tirer un minimum de cette spéculation-là. Nous n'y avons pas droit parce que tout simplement, il y a la Chine et les États-Unis qui s'opposent à que les artistes des pays africains puissent jouir de ce droit de suite-là. Ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable. Alors donc, si nous ne portons pas ce combat-là, nos gamins, nos jeunes frères, nos neveux vont continuer à peindre pendant des siècles. Des fripouilles viendront ici se présenter sous le nom de collectionneurs pour leur prendre un petit peu une somme de leur travail en leur interdisant de communiquer autour. Et qui sait, peut-être que demain, sans scrupule, c'est d'autres peintres, d'autres pays qui vont effacer des signatures et qui vont les signer, parce que malheureusement, là aussi, par leur faute cette fois-ci, ils ne se donnent pas le temps de créer ce qui est essentiel sur une œuvre et qui doit rester invisible, c'est-à-dire l'ADN de l'œuvre, avant de passer donc à montrer ce qu'ils ont envie de montrer. Nous allons revenir dans votre dernière création, Limo Matisse. Là, vous avez évoqué pas mal de craintes par rapport à la société d'aujourd'hui et demain, notamment les cuisses, la question de la sexualité. Est-ce qu'on peut revenir là-dessus? Bon, c'est pas tout à fait. Limo Matisse est une partie de l'œuvre globale. L'œuvre globale s'intitule « Quelle humanité pour demain ?» Bon, il est évident que traiter d'un sujet aussi vaste, c'est quand même un petit peu de prétention, une dose de culot, etc. Alors, j'ai voulu traiter tout simplement de cette œuvre-là en 3 parties. Donc, c'est une œuvre que vous voyez là par terre. Les 2 parties sont ici. Donc, la deuxième partie, donc, qui fait 4 mètres, c'est la partie que j'ai appelée une planète qui s'emballe pour le pire. Limo Matisse, pour reprendre un petit peu l'expression de Youssou Ndour, Xale yaa ngi jooy mag ñi leen tiitaloon Limo Matisse. Donc, c'est un petit peu la deuxième partie de l'œuvre dans sa globalité que je suis en train d'ailleurs de rafraîchir ici. La première partie de l'œuvre traite de l'ère de l'accélération simultanée, c'est-à-dire la loi du marché, la loi Moore et les problèmes liés donc au changement climatique. Une troisième partie, et c'est la partie à mon avis la plus intéressante, qui parle d'une société dite de confiance et une société d'entraide. Donc apprendre à pardonner et partager. Bon, c'est très simple. Là, je suis arrivé à traiter en fait de ce sujet parce que vous n'êtes pas sans savoir que pour la prochaine biennale, le thème, la partie internationale de cette biennale-là est une nouvelle humanité. Et dans sa partie off, le thème suggéré, c'était « Je suis le rouge », expression empruntée à Aimé Césaire, expression tirée de sa pièce de théâtre qui s'intitule « Et si les chiens se taisaient ». Donc voilà. Moi, je me suis tout simplement dit que traiter d'une nouvelle humanité, je ne vois pas, parce qu'en réalité, aujourd'hui, le monde, en général, nous propose plusieurs formes d'humanité. Donc, ce qui me paraissait normal, c'était de faire d'abord l'inventaire de tout ce qui nous est proposé. De bien, de mauvais, et essayer de voir s'il n'y avait pas lieu
que l'on invite les différents peuples à se poser pour essayer de voir quelle dimension morale donner à une certaine science. Donc voilà, je suis parti donc de la première partie qui s'appelait l'ère de l'accélération simultanée pour expliquer un petit peu l'effet de la loi dite de Gordon Moore. Moore, c'est celui qui, il y a 10 ans environ, avait suggéré que l'on multiplie les puissances des ordinateurs par 2 tous les 2 ans. Cela signifie quoi? C'est amplifier donc un petit peu les puissances des logiciels et des réseaux. Cela signifie quoi? C'est doter l'homme d'un potentiel de créativité assez énorme, mais tout aussi énorme, un potentiel de destruction. Et aujourd'hui, nous le ressentons parce que ce potentiel de destruction, c'est ce que les terroristes utilisent parce qu'allant recueillir un petit peu l'information, un petit peu dans ces serveurs-là, à temps réel, et donc, selon la stratégie du moustique, pouvoir piquer à tout moment sans que l'on s'en rende compte. Le terroriste, on ne le voit qu'une fois qu'il est parti et il a accompli son forfait. Donc, c'est un petit peu ça que j'ai voulu recenser. J'ai parlé naturellement sur cette deuxième partie de l'œuvre, donc de l'identification de l'homme par la radiofréquence, de quelques points qui touchent un petit peu les agressions faites sur les enfants, parce qu'on a tout le temps tendance à à parler de protection de l'enfance, alors qu'on sait que dans certains pays du monde, il n'y a pas longtemps, il y a moins de 2 ans aux États-Unis, des adultes sortaient, marchaient pour dire qu'une gamine de 4 ans avait le droit de se faire changer de sexe, c'est-à-dire le problème des transgenres s'est posé, ce que je trouvais inacceptable. D'autres grandes personnalités de cette terre ont pendant un moment dit qu'une fille à 12 ans pouvait disposer de son corps, ce qui pouvait laisser penser qu'on allait tout droit vers la dépénalisation de la pédophilie. Et bon, naturellement, avec ce chirurgien italien, je ne sais d'où il me sort d'ailleurs, qui avait tenté la greffe de la tête, heureusement qu'il a échoué parce que pendant 2 ans, il nous avait gonflé en disant qu'il allait couper la tête à 2 vivants malades pour tenter cette greffe, alors que le reste du monde lui disait que c'était pas possible parce qu'on ne peut pas greffer une moelle épinière. Bon, bref, il a tenté sur des sujets, sur les cadavres. Donc voilà, il est dans l'autosatisfaction, mais tenter sur 2 cadavres est différent quand même de tenter sur 2 humains. Donc ça, c'est déjà un problème. L'autre problème, c'était la consommation de l'urine humaine suggérée par un certain pays de la Terre. Pire que la consommation de l'urine humaine, on voit aujourd'hui ce même pays légaliser la consommation d'embryons humains. Donc je dis, si c'est ça, si ce sont ces propositions-là qui nous sont faites par la science, ou en tout cas par ceux qui nous gouvernent, je dis, moi, ce type d'humanité-là, je n'en veux pas. Maintenant, il y a des effets extrêmement positifs que la science nous offre. Quand on parle, par exemple, de l'accélération, on sait très bien que vers les années 2000, simplement, aucun d'entre nous n'avait les moyens de s'offrir un séquençage de l'ADN. Donc, tous ceux qui ont des maladies génétiques ne pouvaient presque pas se payer 100 millions, n'avaient pas les possibilités de s'offrir 100 millions de dollars pour bénéficier d'un séquençage de l'ADN. Aujourd'hui, on sait que le séquençage de l'ADN coûte moins de 1000 $, par conséquent un petit peu plus accessible à ces malades atteints de problèmes donc génétiques. Ça, c'est quand même très, très, très important. On voit aussi, il suffit de prendre l'exemple de certains pays qui enregistraient plus de 80 000 morts par an sur leur propre route. Aujourd'hui, les problèmes de la maintenance des véhicules et de la prise en charge des véhicules par la science est extrêmement important, parce que quand on est passé de la maintenance préventive à la maintenance dite prédictive et aujourd'hui prescriptive, on voit que le nombre d'accidents sur les routes ont quand même fait baisser le nombre de morts de 80 000 à 50 000. C'est quand même énorme. Ce que les uns et les autres oublient tout le temps, c'est que les routes tuent beaucoup plus que les terroristes. Ce pays-là, je ne le citerai pas, on peut enregistrer peut-être une trentaine de morts du fait du terrorisme, enregistrer 50 000 morts du fait des véhicules et des mauvais chauffeurs, mais il y aura beaucoup plus de tapage quand il s'agit de terroristes que quand il s'agit en réalité de l'indiscipline caractérisée qui fait que les gens meurent sans compter et qu'on en parle quasiment jamais. Mais bon, le fait de la science a quand même réduit très fortement de presque 40%. Je suis, oui, prêt pour la biennale. Je suis, du point de vue en tout cas des œuvres, oui. Mes 47 œuvres sont quasi terminées. Vous voyez donc, je suis en train de rafraîchir celle-là. Je suis sur la dernière ici, qui traitera du rupestre et du pariétal, parce que cela d'avant-hier aussi nous racontait une humanité dans sa volonté de survivre ou de conjurer l'hostilité.
On parlera de problèmes de société, on parlera de la finalité de la démocratie, on parlera de plein de choses. L'artiste peintre est quelqu'un qui a une âme orientée, donc quelqu'un qui est profondément spirituel. La spiritualité au sens large du terme, j'entends.